Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire sur les financements européens de R&D et d'innovation pour les entreprises. Donc je suis Louise Vigneault, je suis coordinatrice du pôle Europe Recherche Innovation chez HDFiD, qui est l'agence régionale d'innovation de la région Hauts-de-France. Ce webinaire en fait a été organisé dans le cadre du réseau EEN, Enterprise Europe Network, par HDFiD avec la collaboration du cabinet ABF Décision. Alors, avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait vous briefer un petit peu en fait sur les fonctionnalités du webinaire. Vous pouvez poser vos questions. Tout en bas à droite, vous avez un onglet questions. Donc, si vous avez une question à poser aux intervenants, n'hésitez pas à utiliser cet onglet-là. Et vous avez également un onglet chat si vous voulez simplement faire des remarques, discuter entre vous, passer un message aussi aux intervenants sans que ce soit nécessairement une question. Alors, le programme du webinaire, on va commencer par un panorama des financements européens de R&D et d'innovation pour les entreprises. Alors, l'idée, c'est pas de vous rendre expert des financements de R&D et d'innovation européens. C'est notre job. L'idée, c'est plutôt de vous montrer ce qui est possible et de vous donner un ordre d'idée des opportunités disponibles pour vous. On aura ensuite un quart d'heure de questions-réponses. Donc vraiment, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Il n'y a pas de questions bêtes. Les projets européens, c'est complexe. Donc, vous pouvez y aller. De midi à midi 15, on vous fera aussi, je vous ferai un petit panorama en fait de tout ce qui existe en termes d'accompagnement et d'outils en région Hauts-de-France pour pouvoir vous accompagner vraiment de l'idée jusqu'au montage du projet. Donc, il existe un certain nombre de choses. Et on refera, si nécessaire, une petite session de questions-réponses d'un quart d'heure. Voilà. Écoutez, je passe de suite la parole à Nicolas et Sergio du cabinet donc ABF Décision. Donc, on a la chance d'avoir la présence aujourd'hui. Je les laisse se présenter et rentrer dans le panorama des financements européens. À toi, Nicolas, je t'en prie. Bonjour à tous. Sergio et moi, on représente ABF Décision aujourd'hui. On est très heureux d'animer ce webinaire. Merci à Louise. Merci à HDFiD de nous avoir proposé cette coopération aujourd'hui. Sergio va vous présenter très rapidement ABF en 2-3 minutes, parce que c'est pas l'objet. Il pourra se présenter lui-même. Et moi, je prendrai la main dans un deuxième temps pour entrer dans le vif du sujet. Merci Nicolas. Bonjour à tous. Ravi de pouvoir participer et vous présenter effectivement ce webinaire. Je vais vous présenter très rapidement ABF en quelques mots et je laisserai ensuite effectivement la parole à Nicolas pour entrer dans le vif du sujet. Pour me présenter rapidement, donc Sergio Costa, je suis directeur du bureau ABF de Lille qui couvre la région Hauts-de-France. Alors, ABF. On est un cabinet spécialisé sur les financements publics. Nous sommes 150 collaborateurs, essentiellement des profils techniques, des consultants, répartis sur 8 bureaux sur l'ensemble du territoire. Nous existons depuis maintenant un peu plus de 20 ans. Les 3 associés fondateurs sont toujours présents, donc Alexandre, Benoît, Frédéric. Et nous sommes intervenus depuis la création sur une enveloppe de budget de projet de 11 milliards d'euros. C'est l'enveloppe totale des budgets sur lesquels on est intervenu pour aller chercher l'aide publique, puisque notre métier, c'est l'aide publique. En termes de taille, sur 2023, on aura fini l'année un petit peu moins de 30 millions d'euros. Petite précision, depuis le début de l'année, nous avons intégré un groupe italien qui s'appelle Tinexta, et notamment sa filiale Warrant Hub, qui est un groupe donc spécialisé sur les aides publiques sur le territoire européen. Et nous sommes, nous, l'entité française. La particularité d'ABF, c'est que nous ne faisons pas d'approche directe. Nous n'intervenons que sur recommandation, présentation de nos partenaires, donc un petit peu moins de 10 000 partenaires aujourd'hui sur tout le territoire français, des banques, également des fédérations et des syndicats professionnels, les MEDEF, les ANIA, les FEDEREC, toutes les fédérations d'industrie présentes sur le territoire, mais également quelques incubateurs sur le territoire, également des fonds d'investissement, pour les citer sur la place, Nord Capital Partners, Finorpa notamment. Nous sommes également partenaires d'institutionnels,
Bpifrance, Agence de développement économique et autres, des experts comptables, bref, toutes les entités qui vont être au contact de sociétés qui vont avoir des projets d'investissement. L'autre particularité d'ABF, c'est que nous intervenons sur les 3 niveaux d'aide. Aujourd'hui, on va parler beaucoup des aides européennes, donc je vais laisser Nicolas les présenter puisqu'il les connaît sur le bout des doigts. Donc nous avons un pôle qui est dédié, aux aides européennes, sujet très particulier comme le disait Louise. Donc c'est Nicolas qui le dirige, mais nous intervenons également sur les aides nationales. Aujourd'hui, les aides qui intègrent le programme structurant, le plan structurant France 2030, aides qui sont ensuite distribuées au travers d'appels à projets, pilotées et gérées par les agences publiques que vous connaissez tous, Bpifrance, l'ADEME, France Agrimaire, la Banque des Territoires, etc. Et nous intervenons aussi sur les territoires sur lesquels nous sommes présents implantés, sur les aides territoriales. Voilà. Nous intervenons essentiellement pour les acteurs privés, PME, start-up, ETI, grands groupes, mais nous avons également un pôle qui peut intervenir pour les acteurs publics, les collectivités et les associations. Vous aurez la présentation, je ne vais pas m'appesantir, quelques références clients dans l'industrie et les services. Donc depuis, je le disais tout à l'heure, les grands groupes, les filiales de grands groupes, les ETI, beaucoup de PME industrielles, quelques startups également très innovantes. Voilà pour le profil type d'ABF. Nicolas, je te transmets le relais. Ça marche, je prends la main. Merci beaucoup Sergio. En voyant la présentation, il y a peut-être une information qu'on peut vous donner en plus, c'est qu'on est présent sur 8 sites en France. Donc il y a une belle antenne à Lille où il y a une dizaine de personnes. L'antenne a été créée il y a un petit peu moins de 2 ans. Donc voilà, on recrute encore 60 personnes cette année, je le précise. Et on est présent, on va dire, dans les 8 grandes villes françaises. Je vais vous parler de financement européen, ça tombe bien, c'est le sujet du jour. Pour me présenter en 30 secondes, donc je m'appelle Nicolas Bonnet, ça fait quasiment 30 ans que je travaille sur les financements européens, le temps passe vite, dans un certain nombre de structures que je vous épargne aujourd'hui. J'ai fait pas mal d'évaluations aussi, de projets pour le compte de la Commission européenne. J'ai été expert évaluateur pendant une quinzaine d'années et j'ai été à l'initiative il y a 15-20 ans de la création de l'Association des conseils en innovation en France. Je connais bien, je prétends bien connaître notre tissu de cabinet conseil. Alors, les programmes européens. Sachez déjà, la première chose, c'est que c'est un webinaire qui est plutôt simple, enfin qui se veut simple en tout cas. L'idée n'est pas de faire de vous des experts, comme le disait Louise, mais plutôt d'évoquer quelques programmes, quelques idées simples pour que vous puissiez vous y retrouver facilement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On a un temps à la fin de mon intervention, à 11h45. On relira l'ensemble de vos questions. Je tenterai d'y répondre, ou Louise ou Sergio. Et si jamais ça ne suffit pas, on pourra toujours créer une visio ensemble avec HDFID ou avec nous, si vous voulez avoir des informations complémentaires plus propres à des projets qui vous animent. Première chose, la saisonnalité des programmes. Donc, il faut vraiment avoir l'esprit que, en plus de pas toujours être très simple, il y a une saisonnalité. Donc là, vous avez ici, sur ce slide, je vais dire probablement, nous, 50% de notre terrain de jeu. Sur des aides européennes, vous avez ici les programmes avec lesquels on travaille le plus. Voilà. Ils y sont pas tous. Un slide n'y suffirait pas. Il y a probablement 500 programmes de financement européen qui existent. Mais à travers la 10-12 programmes qui sont décrits ici, vous avez, à mon sens, 50% du terrain de jeu important. Horizon Europe, l'EIC, Erasmus, etc. Je vais y revenir parce que ça pourrait être du chinois pour vous. Et vous avez en 2024 les mois ou les trimestres ou les périodes dans lesquelles ces programmes vont s'ouvrir et se refermer.
Ça veut dire quoi? Concrètement, Erasmus+, c'est de la formation. C'est pas seulement qu'un programme pour les étudiants, Erasmus+. Si vous avez des gros programmes de formation dans votre entreprise ou dans votre labo, vous pouvez avoir probablement 2, 3 ou 4 millions d'euros dans le programme Erasmus+. C'est pas seulement pour les étudiants, même s'il est très connu pour les échanges d'étudiants. Simplement, si vous venez nous voir au mois de juillet pour dire j'ai un programme de formation, il est possible qu'on ait raté la deadline. Je dis bien il est possible. Et qu'il faille attendre 2025. Donc, il y a toujours, enfin, disons dans la quasi-totalité des cas, une périodicité, une saisonnalité entre les sujets et ce que vous avez envie de faire. Et parfois, on arrive au bon moment, et parfois, on arrive un peu tôt, parfois, on arrive un peu tard. C'est très important. Ensuite, vous avez beaucoup de programmes, je vais y revenir, qui financent des sujets technologiques. Il y a beaucoup d'argent, il n'y a pas de l'argent que pour la formation. Il y a de l'argent pour financer la défense, il y a de l'argent pour financer des programmes dans l'agroalimentaire, dans la santé, etc., etc. Il y a beaucoup de programmes pour financer de la techno. Et donc, il faut que vous soyez familiarisés, ou au moins que vous ayez à l'esprit cette échelle de TRL. TRL, c'est un terme anglais qui veut dire Technology Readiness Level. Et lorsque vous avez un sujet techno, il faut savoir situer à quel moment vous en êtes de votre développement. Est-ce que vous avez un proto? Est-ce que c'est juste une idée? Ou est-ce qu'il y a déjà, ou est-ce que c'est déjà vendu? Et vous avez cette échelle de TRL qui va entre 1 et 9 et qui explique, je ne vais pas citer, ce qui est important, c'est que vous ayez le slide, mais lorsque vous aurez envie de vous faire financer un projet avec une base technologique, il sera très important de savoir où vous vous situez parce que certains programmes et les taux de financement qui y sont associés dépendront du degré d'avancement de votre projet. Et en l'occurrence, à quel TRL vous êtes. Et parfois, vous ne serez pas éligible parce que le TRL sera trop avancé. Parfois, vous serez parfaitement éligible parce que votre TRL sera pile poil où il faut par rapport à ce que finance le programme. Et je vais revenir à cette notion de TRL, programme par programme. Une autre chose, une autre info transversale au-delà de la saisonnalité et du TRL, c'est vous avez une base de données qui existe, vous avez le lien en bas à gauche. Alors oui, il n'est pas très agréable, vous ferez un copier-coller, hein, bien sûr. Je vous invite à... Alors, c'est vrai que pour les non-initiés, on se perd un peu là-dedans. Hein. C'est pas ça qui va faire que vous aurez un beau dossier soumis à la Commission européenne. Mais sachez simplement que si vous êtes, je dis n'importe quoi, dans l'énergie éolienne, alors ça fonctionne en anglais hein, quand on veut faire des dossiers européens. Je vais en reparler également après, mais il faut parler l'anglais, il faut écrire l'anglais. C'est vraiment obligatoire. C'est vraiment un passage obligé. Il faut... et si vous êtes chef d'entreprise, à la limite, vous avez le droit de ne pas parler l'anglais, mais il faut avoir des collègues qui parlent bien l'anglais et qui le rédigent bien, que vous mettrez en première ligne. Mais sans la maîtrise de l'anglais, vous ne pouvez pas participer au programme européen. On a clairement perdu cette bataille en France hein, et l'ensemble des pays européens. Je reviens à cette base de données. Vous avez le lien en bas à gauche et vous tapez par exemple Wind Energy, donc l'énergie éolienne, et vous allez tomber sur l'ensemble des appels à projets ou pas qui sont ouverts ou qui vont être ouverts dans le domaine. Quels sont les sujets qui vont sortir ou qui existent actuellement et que la Commission européenne est prête à financer dans le domaine de l'énergie éolienne. J'ai parlé d'énergie éolienne, j'aurais pu vous parler de jumeaux digitaux ou d'ADN, de sujets de sujets de recherche sur l'ADN. Hein. À vous de taper les mots-clés qui vous intéressent. En anglais, bien sûr. Je reviendrai après aussi, et ce sera d'ailleurs Louise y reviendra encore plus en détail. Évidemment, il y a des structures qui sont là aussi pour vous mâcher le travail, comme peut le faire HDFiD ou ABF Décision, évidemment. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous perdre dans les bases de données, mais sachez simplement que ça existe. Je vais évoquer avec vous 10 programmes.
10 programmes clés qui sont clairement les programmes qui sont évoqués ici. Sur certains, il y aura un slide. Sur d'autres, il y en aura 3. Peut-être parce que c'est la saisonnalité, justement, ou peut-être parce que certains méritent pas trop d'être détaillés à ce stade. Mais programme par programme, je vais simplement vous donner les clés, comment ça marche, comment ils financent et qui peut aller là-dedans ou pas. Et vous verrez peut-être par rapport à ce que vous faites ou par rapport au projet qui vous anime, quels sont les programmes vers lesquels vous sentirez qu'ils sont plus pour vous ou pas du tout pour vous. Certains programmes financent des projets minimum à 15 millions d'euros. Certains programmes financent des startups extrêmement ambitieuses. Certains programmes vont financer des projets de transition écologique. Et certains, clairement, se marchent sur les doigts de pied. Hein. Ils sont pas censés, mais on sait bien que ça serait trop facile s'ils se marchaient pas sur les doigts de pied. Et là, il y aura probablement un arbitrage à faire. Dans l'ensemble, ils se marchent pas sur les doigts de pied. Parfois, ils peuvent se marcher un petit peu sur les doigts de pied. Et tant mieux, hein, il vaut mieux gérer la richesse que la pauvreté. Si votre projet, si vos compétences peuvent aller dans 2 ou 3 programmes, tant mieux. Il vaut mieux ça plutôt que 0. Vous aurez plus de fenêtres de tir. Il faut le voir comme ça. Voilà les 10 programmes dont je vais vous parler. Alors le programme Horizon Europe, il est formidable, mais c'est un très grand programme. C'est ce qui finance, je suis sûr qu'un certain nombre d'entre vous en ont entendu parler, c'est le grand programme qui finance la recherche et l'innovation en Europe. Horizon Europe est à la recherche et l'innovation, ce que la PAC, la politique agricole, est à l'agriculture. Donc, vous avez des projets techno, je vois qu'il y a un petit problème de mise en page là, il fonctionne entre 2021 et 2027, il est doté de 95 milliards d'euros, donc il y a à peu près 13-14 milliards d'euros par an. Il finance tout type de sujet de recherche, j'ai bien dit tout, à part peut-être les dépenses militaires. Et vous voyez, en gros, le pilier 1, ça finance, et j'en ai vu, hein, parce que j'ai vu la liste des participants, il y avait quand même 140 inscrits. Hein, je ne sais pas combien vous êtes aujourd'hui, mais si vous êtes la moitié, c'est déjà très bien. Le pilier 1 finance des actions plutôt de recherche fondamentale, c'est plutôt orienté recherche académique. Le pilier 2 va financer plutôt de la recherche industrielle, mais en général, c'est souvent des projets qui mélangent de l'académique et de l'industriel, toujours de l'industriel, mais souvent de l'industriel et de l'académique. Et le pilier 3, je vais y revenir quand je vais vous parler de l'EIC, va financer tout ce qui est projet d'innovation. Donc, très schématiquement, parce que vous trouverez des contre-exemples, hein. À gauche, c'est des TRL bas. Au milieu, c'est des TRL plutôt entre 3 et 6. Et à droite, c'est des TRL élevés, proches du marché. Alors, si vous voulez parler de l'EIC Pathfinder, oui, il y a des TRL très bas dans le pilier 3. Mais très schématiquement, très caricaturalement, vous avez le pilier 1 pour la recherche fondamentale, le pilier 2 pour la recherche industrielle, les piliers 3 pour des projets d'innovation. C'est ouvert à tous. Ça fonctionne bien, il y a beaucoup d'argent. Le plus dur est de rentrer dans le système, comme toujours. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans la quasi-totalité des cas, c'est un peu ce qui retient les entreprises de manière générale, hein, mais il faut le voir aussi comme une chance, pas comme une contrainte. Ça finance dans la majorité des cas des projets collaboratifs. C'est pour ça que je l'ai mis en rouge. Hein, donc si on regarde le texte, c'est souvent, très souvent, encore une fois, il y a des exceptions, hein. Ça finance minimum 3 entités de 3 pays différents. Donc ça veut dire que si vous voulez y aller, il faut être minimum 3 de 3 pays différents. C'est des projets qui durent entre 2 et 5 ans. Les taux de financement sont absolument extraordinaires. Je pense que vous ne trouverez pas mieux ailleurs, hein. Et je suis pas en train d'opposer les programmes de financement régionaux et nationaux aux programmes européens. Alors justement, eux, pour le coup, ils sont parfaitement complémentaires.
Mais simplement, ils sont un peu plus durs d'accès, mais ils financent un peu mieux. C'est schématique, mais c'est une réalité. 100% de taux de financement. Vous voyez le RIA, vous avez la traduction à droite. Hein, désolé, hein, mais on navigue dans du jargon. Hein. RIA, c'est des actions de recherche et d'innovation. Vous êtes sur des TRL plutôt bas. En gros, retenez que si vous êtes un peu loin du marché, votre projet sera financé à 100%, sous forme de subvention. La Commission européenne ne finance que sous forme de subvention. On oublie les régimes d'aide quand on s'adresse à la Commission européenne. Le fonctionnement est très différent. Et chez ABF, on connaît bien ça. On est je pèse mes mots, on est des experts des régimes d'aide. On sait naviguer entre le régime de minimis, l'AFR, le régime PME, le régime reprise durable qui malheureusement n'existe plus, et la Commission européenne, il n'y a pas de régime d'aide. 100% si vous êtes un peu loin du marché, 70% de taux de financement si vous êtes un peu près du marché, sur des actions d'innovation, en l'occurrence des TRL qui sont minimum de 6. 3 entités, 3 pays, dans la quasi-totalité des cas. Ça fonctionne par appel à projet. Donc, la Commission européenne va lancer des appels dans le digital, dans le transport, dans l'agro, dans la santé, etc., etc., avec une clôture. Il faut bien guetter l'appel. Si vous êtes bien organisé ou si vous travaillez avec nous ou avec HDFID, vous serez informé en amont. Je fais notre pub, mais c'est normal. C'est notre métier, on fait ça tous les jours. HDFID aussi. Et on est là aussi pour vous informer en amont des sujets qui vont sortir. Ensuite, comme on dit, il n'y a plus qu'à écrire le dossier. Oui, c'est un gros travail. Il y a généralement une fenêtre de tir par an, un appel à projet par an, avec un certain nombre de sujets prioritaires. Quand je dis sujet prioritaire, c'est un des petits inconvénients du programme. Il ne peut pas être parfait. Hein. Vous avez 100% de taux de financement en sub, c'est quand même pas mal. C'est qu'il faut rentrer dans la case. C'est-à-dire que c'est pas seulement bonjour, je suis la commission, je finance des projets dans le digital. C'est je finance des projets dans le digital, mais voilà les 60 sujets qui m'intéressent dans le digital. Il faut rentrer dans la case. D'où le principe du top-down. C'est imposé dans un document de travail. Donc vous avez des programmes de travail, des work programmes qui sortent chaque année ou pour des périodes de 2 ans. Et il faut rentrer dans le sujet. En réalité, c'est pas si compliqué. Le plus dur, c'est la première fois. Ça, c'est Horizon Europe. Donc, quelques infos. Ça finance des activités dont les TRL sont compris entre 1 et 6. Le IC, je vais y venir après. En général, c'est des projets entre 3 et 12 millions d'euros. Mais si vous voulez me challenger, vous trouverez des projets à 40 millions d'euros. Hein, mais de manière générale, c'est des projets à aller à 5-6 millions d'euros, je dis bien en moyenne. Il y a 10 mois entre le moment où vous soumettez un projet et le moment où vous êtes financé. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est un programme qui est assez élitiste. C'est vrai, ça fait pas envie, mais quand on y est, c'est merveilleux. 13% de taux de financement. Vous avez des dates des appels à projets qui sont lancés chaque année dans tous les secteurs. Donc clairement, vous avez vu dans la temporalité, là, il va y avoir beaucoup d'appels qui vont se clôturer au mois de septembre. Il faut l'avoir à l'esprit. Ça veut dire qu'il faut commencer à s'en occuper maintenant parce qu'il faut 3-4 mois pour monter un dossier. Toutes les dépenses sont éligibles. Pas des dépenses les investissements sont plutôt pas les bienvenus dans Horizon Europe. Si vous avez, c'est vraiment des hommes, hein, c'est des salaires hein, que vous allez financer avec évidemment de la propriété intellectuelle, des voyages, mais toute dépense qui est utile pour le projet. Deuxième programme, le IC. Le IC Accelerator. J'ai pas prévu de parler il y a 2 autres IC. Il a 2 petits frères dont j'ai pas prévu de parler, mais si vous avez des questions, je pourrais y répondre. Retenez une chose, ça finance des startups extrêmement ambitieuses. Voilà. S'il fallait retenir qu'une chose, c'est si vous êtes une startup et que vous voulez casser la baraque, mais attention, hein, c'est pas une startup qui va passer de 200 000 à 3 millions d'euros. Hein. C'est une startup qui va passer de 200 000 ou de 2 millions éventuellement à 100, 200, 400 millions d'euros de chiffre d'affaires dans 5, 6, 7 ans. Vous voulez casser la baraque avec une dimension internationale très forte
et la notion de scalability, c'est-à-dire que vous voulez vous étendre, vous voulez créer des usines, beaucoup de recrutement, mais en gros, vous voulez faire énormément de chiffre d'affaires, vous voulez changer le monde. Je reprends les termes de la Commission européenne. Voilà, il y a une date de relève qui était au 13 mars, donc qui vient de passer. La prochaine date de relève est le 3 octobre. Attention, c'est la date de relève de phase 2. Donc, c'est un fonctionnement en 3 étapes. Vous avez un petit dossier de 15 pages avec un pitch deck et une vidéo. Pour être sélectionné, ça c'est la phase 1. C'est quand vous voulez, évaluation au fil de l'eau. Ensuite, vous avez un go ou pas. Si vous avez un go, vous avez le droit de soumettre la phase 2 et la prochaine et la seule prochaine relève est le 3 octobre prochain 2024. Si vous gagnez la phase 2, vous n'avez toujours pas d'argent, vous allez pitcher à Bruxelles. Donc là, ça sera probablement, votre pitch, il sera probablement vers le 15 novembre. À vue de nez, ça va être deuxième quinzaine de novembre, le temps que les évaluateurs évaluent votre dossier. Comment ça marche? Vous avez 2,5 millions de subventions qui viennent couvrir 70% de vos dépenses. Si vous présentez 2 millions de budget, vous aurez 1,4 million. Si vous présentez 3,5 millions, vous optimisez, vous aurez 70%, c'est-à-dire 2,5 millions, j'arrondis. Et en plus de cette subvention, vous aurez entre 1 et 15 millions d'equity. C'est-à-dire que la commission, pour être plus précis, le fonds de l'EIC, va venir prendre des capitaux de votre entreprise. Donc, c'est vraiment adapté à des boîtes qui veulent lever des fonds. C'est le seul instrument dans Horizon Europe, parce que c'est important de l'avoir à l'esprit. L'EIC Accelerator est intégré à Horizon Europe. D'ailleurs, je vais remettre le slide. Ici, dans le Conseil européen de l'innovation, EIC. C'est le seul instrument dans lequel vous trouvez de l'equity au sein de Horizon Europe. En général, ce sera de la subvention, toujours. Le EIC Accelerator est un cas particulier, puisque, vous l'avez bien compris, vous aurez un financement mixte, sub plus equity. Là aussi, il y a des cas particuliers, il y a des gens qui demandent que de l'equity, il y a des gens qui demandent que de la sub. C'est des cas particuliers que j'ai pas prévu d'aborder aujourd'hui. Retenez que dans la majorité des cas, c'est du financement mixte. Et ça fait plaisir à tout le monde. Je vais passer assez vite sur ce slide, mais voilà, vous pouvez avoir jusqu'à 17,5 millions d'aides, mais sachez que j'ai additionné les 2,5 millions de sub et les 15 millions d'equity. Voilà, dans ce slide, vous voyez un peu le type de comment ça fonctionne et ce que ça finance. Oui, peut-être une chose importante, c'est que le fonds, l'EIC Fund ne viendra jamais seul. C'est pas écrit noir sur blanc dans les textes, mais ça c'est aussi notre valeur ajoutée. Mais bon, on a un peu plus de recul sur le programme maintenant, puisque ça a été lancé au début 2021 avec Horizon Europe. Donc il y a quand même 3 ans de l'eau à couler depuis 3 ans. Et la Commission a enfin trouvé son rythme de croisière sur ce programme. Et elle vient jamais seule. Il faudra que vous alliez trouver un fonds en France ou ailleurs d'ailleurs, en parallèle. Mais vous avez, avec le label du fonds de l'EIC, vous trouverez des fonds beaucoup plus facilement. On accompagne en ce moment, nous, une très belle start-up lilloise. On vient de déposer une phase 2 dans l'EIC Accelerator il y a quelques jours pour la deadline du 13 mars. Voilà. Je la nomme pas parce que j'ai pas le droit de la nommer, mais HDFID est parfaitement au courant. Vous avez le programme Eurostars qui fonctionne bien. Ça finance des projets techno, toujours. Donc là, on est toujours dans les projets de R&D. Ça finance des projets techno. Il est un peu original, un peu rigolo, si je puis dire, ce programme. Avant de vous dire pourquoi il est rigolo, je vais vous dire à quoi il sert. Il finance des projets plutôt de démonstration. Vous venez de finir la phase de recherche et vous voulez passer à l'échelle industrielle. Donc ça, c'est important. Ça finance plutôt des PME innovantes. Donc on reste dans de la techno. Il est européen, c'est pour ça que je vous en parle, sinon je vous en parlerai pas. Et il faut être 2 entités de deux États différents. Alors pourquoi il est rigolo? C'est que là, vous n'allez pas jouer avec que les États de l'Union européenne, mais vous pouvez jouer avec des tas d'États
un peu plus rigolos. Je sais que c'est pas le bon terme, mais un peu différents. Le Canada, la Corée du Sud. Il y a plusieurs pays sud-américains, des pays africains. Enfin, vraiment, Eurostars, je crois, de mémoire, il y a une cinquantaine de partenaires. C'est plutôt pas mal si vous avez envie de renforcer ou de développer des projets ou du business avec des entités dans d'autres pays. Ça, c'est une petite clé. Pourquoi il est original aussi, c'est que c'est un cofinancement BPI Commission européenne. Alors vous verrez rien. Vous verrez que la BPI, sachez simplement que ça fonctionne en 2 étapes. Vous soumettez votre dossier auprès du secrétariat Eurostars, qui va vous dire oui ou non. Et si c'est oui, en fait, vous allez vous adresser à BPI, mais qui va automatiquement vous financer puisque vous avez été sélectionné. Attention à la règle des fonds propres. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont normalement, si vous vous intéressez au programme européen, ça veut dire que vous avez déjà normalement eu à minima une aide régionale ou étatique, voire les deux, à travers le PIA, France 2030, etc. Tous les programmes qu'on maîtrise bien aussi. Mon collègue Sergio en particulier. Sachez simplement que je vais grossir le trait comme toujours, mais si vous avez 50 000 euros de feux propres et que vous allez demander 800 000 euros à BPI parce que vous êtes lauréat Eurostars, ça risque de coincer. Donc, ayez quand même la règle des fonds propres à l'esprit, le fameux 1 pour 1. On y reviendra tout à l'heure si ça vous intéresse. Mais grosso modo, retenez que vous soumettez votre dossier Eurostars avec un copain italien, sud-coréen, canadien, allemand, que sais-je. C'est des projets qui font grosso modo entre 1 et 2 millions d'euros et que si vous êtes sélectionné par le secrétariat Eurostars, vous allez obtenir un financement sous forme de subvention, j'insiste, à hauteur de 40% de vos dépenses chez BPI et que votre copain italien, par exemple, ira lui chercher un financement auprès de, on va dire, de son BPI italien. Et là, le taux de financement, je le connais pas parce que ça dépend des pays. C'est comme ça que ça marche. Ça marche bien. C'est des bons taux de sélection, 33%. Donc, ça veut dire que si vous avez un beau projet, que vous êtes éventuellement bien accompagné avec un bon partenaire, nous, on tourne plutôt à 60-70% de taux de sélection. Ça grimpe vite quand on a le bon dossier et qu'il est bien rédigé. Voilà. Généralement, vous avez des dates de relève en mars et septembre. Ça peut varier, mais c'était le cas l'année dernière et c'est le cas cette année. Donc la prochaine relève, là, sera en septembre. Je vous parle évidemment pas de celle de mars. Vous avez un beau programme aussi. De toute façon, je vous parle que de beaux programmes, naturellement. Alors, on s'éloigne un peu de la recherche, là. C'est un programme qui finance des actions qui améliorent le climat et l'environnement. Et alors, vous allez me dire, de toute façon, aujourd'hui, tout finance le climat et l'environnement, et vous aurez bien raison. Parce que même dans Horizon Europe, même dans le IC, c'est quand même pas mal d'avoir un peu de green, mais du vrai, pas du faux. Mais là, Life, sauf que Life, il n'a pas attendu que ce soit à la mode et que ce soit nécessaire. Ça fait très longtemps qu'il existe. Et donc, si vous avez un projet très orienté climat, environnement, mais ça peut être aussi pour la défense des petits oiseaux. Je veux dire, il y a pas du tout de jugement de valeur. Ça finance pas des actions de recherche, ça finance toute action qui améliore le climat et l'environnement. Donc, je pense que beaucoup s'y retrouveront. La deuxième chose, c'est que ça finance plutôt des démonstrateurs. Ça, c'est important. Donc, on est plutôt dans des TRL de 6. La R&D est terminée. Et sachez aussi que c'est un programme qui aime bien, je dis pas que c'est obligé, mais qui aime bien financer des actions publiques-privées. Donc, si vous pensez que des utilisateurs de vos développements sont publics, ou que vous allez répondre à une norme ou une réglementation dans un domaine climatique, sachez que souvent Life cadre bien. Voilà, ça vous donne un peu les clés. Donc, les sous-thématiques, c'est la protection de la nature et de la biodiversité, c'est des projets qui améliorent l'économie circulaire, tout ce qui est atténuation du changement climatique ou transition vers une énergie propre. Alors, bien sûr, c'est des thématiques qui sont extrêmement générique, mais
voilà, bah, ça vous permet de, voilà, enfin en gros, c'est pas pour les startups qui veulent faire 200 millions d'euros de chiffre d'affaires dans 5 ans. Ça, c'est le IC Accelerator. Voilà, donc Life, c'est un programme qui marche bien, qui est pas tant utilisé que ça. On vient d'en gagner un d'ailleurs. On a eu le résultat il y a 2-3 jours. Voilà, ça finance des projets qui durent 2 à 5 ans. Vous pouvez y aller en mono-partenaire, hein, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir des partenaires, mais sachez quand même qu'en termes d'évaluation, vous serez mieux noté si vous avez des partenaires, et en particulier des partenaires européens. Clairement, c'est du cas par cas. Financement, 55%, et j'ai même vu des programmes, c'est rare, hein, jusqu'à 95% de taux de financement. C'est de la subvention, évidemment. Hein, il n'y a pas d'avance remboursable du côté de Life, ni du côté de l'Europe. Je vais le passer vite, mais vous l'aurez dans les slides. Je vous ai mis quelques exemples de projets. J'ai tiré ce schéma d'Enviropéa. C'est une association qui est très bien, qui connaît très bien Life. Et si vous êtes intéressé par Life, évidemment, je vous invite à nous appeler, ABF ou HDFID, mais je vous invite quand même à discuter avec les copains d'Enviropéa. Ils font des choses très bien. Life ne finance ni les projets de recherche, ni les projets d'infrastructure. C'est vraiment des projets pilotes en fait. L'Innovation Fund, formidable programme, pas assez connu. On a animé un webinaire avec nos amis de Team 2 il n'y a pas très longtemps, avec Sergio d'ailleurs, qui est ici présent. Sur le programme, on a eu un succès fou, et c'était en région Hauts-de-France. Hein. Donc, retenez simplement, parce que je pourrais rester 4 heures hein, sur le programme. Bon, la prochaine deadline, c'est probablement en février-mars prochain. Donc, on a le temps. Mais je glisse la petite graine, je sème la petite graine. Si vous avez des projets avec une base technologique forte et vous allez entrer en phase industrielle en 2025, vous êtes en train de finir la R&D et que ces sujets vous animent, que vous avez sous les yeux, sur ces sujets, donc des bâtiments à zéro émission, vous avez des sujets de stockage d'énergie, vous voulez mettre de l'hydrogène dans vos process industriels, on est dans des projets ambitieux hein, qui ont minimum 3 millions d'euros de dépenses. On peut aller jusqu'à 200 ou 300 millions d'euros de dépenses. Hein. Il y a des Veolia, il y a des cimenteries. Je sais qu'il y a quelqu'un de Veolia qui s'est inscrit. Des cimenteries qui ont été financées, mais on a gagné des projets sur de l'agri-photovoltaïsme, hein. Des petits projets à 5-6 millions d'euros. Hein. Donc voilà, si ces sujets vous animent, vous êtes en train de terminer de la techno, sachez que c'est pour vous, c'est des financements à hauteur de 60% de vos dépenses sous forme de subvention. Et le mantra, je regarde juste ce que j'ai mis sur Innovation Fund, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il faut décarboner. Si vous prouvez que vous êtes capable de décarboner en grande quantité, je fais très simple. Ce programme est pour vous et qu'il y a une base technologique et que vous voulez faire votre premier pilote, l'Innovation Fund va financer votre premier pilote. La base de financement, ce sera 60% de vos dépenses et elle sera basée sur la quantité de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre que vous allez réduire, économiser. Ça, c'est des projets. Oui, j'en ai mis 4. J'ai un peu insisté sur Innovation Fund. C'est pas la période, mais en fait, c'est pas la période. Il y a une clôture le 9 avril, donc on oublie. Hein, surtout, réfléchissez-y pour l'année prochaine, mais il n'est pas trop tard pour commencer à y penser, au vu de l'ambition du programme. Vous avez le fonds. Faut que j'accélère un petit peu. Je vois qu'il me reste 5 minutes. Vous avez le fonds. Vous avez le fonds européen de défense. Voilà, comme son nom l'indique, ça va financer des projets dans le domaine de la défense. Nicolas, je me permets juste de te couper. Effectivement, il reste 5 minutes. Après, pour l'instant, il n'y a eu que 2 questions.
auxquelles on a répondu directement. Donc, si tu veux si tu veux aller un petit peu plus loin, prendre 10 bonnes minutes, là, pour terminer, il n'y a aucun souci. Ça marche. Merci beaucoup, Louise. Vous avez le Fonds européen de défense, donc qui, comme son nom l'indique, va financer des actions militaires, enfin des actions pour améliorer la défense européenne. Il est révolutionnaire hein, au sens politique du terme, puisqu'il existe depuis... Est-ce que j'ai mis le budget? Je vous ai pas mis le budget. Il y a de mémoire 6 milliards d'euros, 6 milliards 3, sur la période 2021-2027. Il est politiquement assez révolutionnaire puisqu'il n'y avait pas de programme jusque-là, hein, jusqu'à 2020, jusqu'à fin 2020, il n'y avait pas de programme pour financer, voilà, le sujet étant tellement sensible. Mais aujourd'hui, bon, c'est pas donné à tout le monde, mais il y a quand même un programme qui existe, qui est très bien noté. Si certains d'entre vous sont dans la roue des Thales, Dassault et compagnie, regardez de près et allez voir vos grands donneurs d'ordre pour qu'ils vous mettent dans le... j'ai pas vu d'acteurs du domaine hein, dans la liste des participants, mais je connais pas tout le monde. En tout cas, j'ai pas vu les grands, mais allez les voir et faites des choses avec eux. On est en train d'en préparer pour septembre. Il y a un appel qui se clôture à la fin de... Enfin, il y a un label à obtenir en septembre et il se clôture en novembre. Voilà, ça finance bien aussi. C'est des projets qui sont financés entre 20 et 100% des dépenses. Les taux de sélection sont assez élevés parce qu'il y a peu d'acteurs, évidemment. Et voilà, si vous êtes du secteur, ayez à l'esprit qu'il y a un très beau programme. Erasmus, je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc Erasmus+ ne finance pas que des échanges d'étudiants. Et c'est la raison pour laquelle je vous en parle aussi aujourd'hui. Il y a beaucoup d'argent dans ce programme. C'est un programme qui finance de la coopération entre des organisations et des institutions de formation. Ça met en réseau, ça échange des pratiques, ça permet de financer des conférences, ça permet de financer des actions de centres d'excellence professionnelle. Franchement, je pense que les acteurs privés n'y vont pas assez. Et donc aujourd'hui, moi, mon cahier des charges, c'est un webinaire pour les entreprises. Hein. Donc je m'adresse aux entreprises, même si bien sûr les structures académiques, les structures de recherche sont les bienvenues dans la majorité des programmes que je viens de présenter, hein, à part le IC Accelerator. Voilà, retenez qu'Erasmus+, il est ouvert chaque année. Il y a un appel qui va ouvrir là très prochainement. Ça finance jusqu'à 80% de taux de financement dans certains cas. Alors, il faut être plusieurs, un minimum 2 partenaires de 2 États membres. Parfois, il faut être 5 ou 6. Hein. Ça dépend vraiment des sujets. Mais mon message, c'est si vous avez des actions de formation pour former vos ingénieurs, vos commerciaux, si vous voulez créer des actions de formation spécifiques dans vos structures, Erasmus fonctionne très bien. Voilà, et c'est pas réservé aux universitaires ou aux écoles. Connecting Europe Facility. Alors, je ne suis pas rentré dans le détail. Sachez que ça va financer donc on est vraiment dans des TRL très élevés puisque ça va vous financer des réseaux dans le domaine. Je vais commencer par le commencement. Ça finance de très gros investissements. En général, minimum 5 ou 10 millions d'euros. Minimum, et parfois 50, 100, 200 millions d'euros. Donc c'est quand même des gros opérateurs qui vont y aller. Ça finance des infrastructures avant tout. Je cherchais le mot. Des infrastructures interconnectées et transeuropéennes. Donc dans 3 domaines. Le transport, l'énergie et le numérique. Donc si vous avez des infrastructures à faire financer, qui sont souvent de très gros investissements, parce que qui dit infrastructure dit investissement, le CEF est pour vous. Voilà, en 2 minutes. Donc là, on n'est pas dans des projets de R&D, on est vraiment dans des infrastructures
interconnectés. Transport, énergie, numérique. Et souvent, on oublie parce que les infrastructures sont pas souvent financées. En tout cas, si vous allez voir la région, alors je sais que la région est présente, là, en tout cas inscrite, ou l'État, c'est pas évident de se faire financer des infrastructures parce qu'il faut trouver le régime d'aide. Là, vous pouvez le faire financer au niveau européen. Interreg. Alors, Interreg, Interreg, c'est une trentaine de programmes. Donc, c'est pas évident d'en parler. Le plus simple, c'est d'aller sur le site et d'aller fouiller sur le site Interreg. Ce que je ne vais pas faire parce que sinon, je pourrais y rester 2 heures. Je vous ai mis un Interreg. Je vous ai pas mis celui du Sud, hein, quand même. Je vous ai mis celui du Nord-Ouest. Donc, il va financer des... Alors, la bonne nouvelle, il finance très souvent des structures d'accompagnement. Donc là, pour le coup, je sors un peu du cahier des charges. Mais il va financer aussi des entreprises. Mais il va souvent financer des partenariats publics-privés, comme je l'ai précisé sur mon slide. Et très souvent, ce sont des structures d'accompagnement qui vont solliciter qui vont soumettre un Interreg. Par exemple, HDFID, je suis persuadé que vous êtes dans certains Interreg, des incubateurs, la région, et qui va travailler avec ses homologues en Belgique, en Grande-Bretagne, au Danemark. Enfin là, je fais exprès, je vais pas vous citer Chypre et l'Italie, hein, parce que on est en Hauts-de-France, et qui va faire financer des actions de bonne pratique. Donc, ça finance des dépenses de fonctionnement, ça finance des dépenses d'investissement. C'est 60% sous forme de subvention, jusqu'à 60%, pardon. Et ça finance des réseaux, en fait, des réseaux de bonnes pratiques, très souvent. C'est un programme qui fonctionne très bien. Et je vous invite vivement, vous, entreprises ou industrielles au sens large, ou entreprises de services, à vous mettre dans la roue de vos partenaires HDFID ou régions, ou incubateurs, ou pôles de compétitivité, qui sont assez moteurs et assez friands de ce type de financement et qui pourront, moi je pense que la meilleure stratégie pour partager un Interreg, pour participer à un Interreg, quand vous êtes une entreprise, c'est de vous mettre dans la roue de vos partenaires, voilà, agences d'innovation, incubateurs, pôles de compète, clusters, et d'échanger avec eux et de voir dans quelle mesure vous pourriez être avec eux sur ce type de programme. Mettez-vous dans leur roue, c'est ce que je ferai. Le dernier programme, c'est le Cascade Funding. Donc c'est des financements qui sont pas très élevés. Alors vous allez me dire 300 000 euros, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Mais 300 000 est plutôt l'exception que la règle. Mais ça finance en général entre 60 000 et 300 000 euros d'aide. Ça finance des démonstrateurs. C'est des projets qui sont mono-bénéficiaires, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous pouvez y aller tout seul. Ça finance plutôt des startups technologiques qui ont besoin d'accélérer. Tout type de sujet. Et généralement, c'est un pôle de compète, c'est un cluster qui va gérer le financement et qui va être financé par la Commission européenne pour vous financer ce Cascade Funding. Donc, rapprochez-vous, encore une fois, comme pour Interreg, des structures dont vous êtes membre ou qui ont l'habitude de vous accompagner, comme les pôles de compète, les clusters, les agences d'innovation, et qui gèrent des cascades funding. En général, vous aurez des financements qui sont de l'ordre de 50 à 100 000 euros. C'est pas mal pour démarrer. 2-3 conseils pratiques pour terminer l'intervention. Après, on prendra vos questions. J'espère que vous en aurez. J'ai cru comprendre qu'il y en avait eu 2. Peut-être que vous n'avez pas osé les poser, mais je vous invite vivement à en poser parce que c'est aussi parce que le cours magistral c'est bien, mais que ça remplace pas la vraie vie, ça remplace pas les questions. Donc je vous invite vivement à poser des questions. Vous rendrez service à tous les participants. On se fera un plaisir d'y répondre avec Sergio et avec Louise. Posez-vous des questions sur votre organisation. Vous en êtes à quel stade de dev? C'est quoi mon projet?
c'est quoi mon livrable principal? C'est dans 3 mois ou c'est dans 3 ans? C'est un démonstrateur ou c'est de la R&D? Je sais tout faire tout seul ou j'ai besoin de travailler avec d'autres? Est-ce qu'il y a des gens qui savent parler anglais au sein de mon équipe ou pas? Est-ce que j'ai déjà des gens avec lesquels je suis prêt à travailler en Europe? Est-ce que je connais déjà du monde? Est-ce que j'ai envie de m'exporter? C'est des questions qu'il faut se poser, que vous devez vous poser. Étudier les docs de travail. En fait, si vous vous dites, tiens, bah super, Live, ça a l'air génial, bah vous tapez Live et vous téléchargez le document de travail. Franchement, vous le lisez, ça vous prend 3/4 d'heure. Oui, il faut bosser. Mais pour aller chercher 300 000 ou 400 000 euros, ça vaut le coup de bosser un petit peu. Ayez des objectifs clairs, mesurables. Je veux faire quoi? Je veux réduire les émissions de gaz à effet de serre. Je veux me développer. Je veux être combien de salariés dans 3 ans? C'est quoi mon budget? C'est 200 000 euros ou c'est 2 millions d'euros? Essayez de chiffrer. Essayez d'anticiper s'il y a une réglementation. Si vous décidez de soumettre, et en général, vous serez passé ou par une agence d'innovation, appelons-la HDFID, ou par un cabinet conseil, appelons-le ABF Décision, souvent par les deux. Essayez de vous familiariser avec la plateforme, même si on va faire le boulot pour vous, de soumettre le dossier. Familiarisez-vous avec cette plateforme de dépôt. Là, vous avez déjà décidé de soumettre. Il faut rédiger de façon claire et concise. Vous avez 2, 3 ou 4 évaluateurs qui vont évaluer votre dossier. Ça reste des êtres humains, mais facilitez-leur la vie. Essayez d'anticiper quand vous décidez de soumettre un projet. Donc là, on est dans le cas où vous décidez de soumettre le projet. Essayez de prévoir une stratégie en indiquant comment votre projet, pourquoi votre projet est vert. Si on vous le demande pas dans le IC Accelerator et qu'on vous le demande dans Life, vous aurez à montrer patte blanche sur le fait que vous allez avoir un impact environnemental. Prévoyez des lettres de soutien. Si vous dites moi je vais faire ça, je vais vendre à un tel, essayez d'avoir 1 ou 2 clients potentiels qui vous feront des lettres de soutien. Alors, on a 2-3 questions pour animer un petit peu. Avant vos questions, Louise, tu veux bien prendre la main? Tu es en mute, Louise. Merci Nicolas. Je pense que c'est bon. Vous avez bien. Toi, tu l'as aussi la question, Nicolas, d'afficher? Oui, tout à fait. Parfait. Alors, il faut que je réponde bien. Alors, je sais pas si on voit. J'ai pas l'impression de voir la progression. Alors moi j'ai voté, mais je vois pas le. Ah, ça y est. Alors, je sais pas si tu vois là maintenant la progression. Bon, en tout cas, moi, je la vois. Et ce que je peux te dire, c'est que au niveau de cette question, donc je suis une start-up avec un projet très ambitieux. Vers quel programme vais-je me tourner en priorité? Presque tout le monde a voté dans les grandes lignes, plutôt pour donc l'EIC Accelerator à hauteur de 91%. Ok, c'est bien ça. C'est bien, c'était la bonne réponse. Alors, je lance la deuxième question. Alors attention, c'est encore un peu plus complexe. Publier. Donc mon entreprise a un projet avec un fort impact environnemental, mais dont la phase de R&D est terminée. Je souhaite travailler avec des structures publiques pour continuer à développer mon projet via la réalisation d'un démonstrateur. Vers quel programme vais-je me tourner en priorité? Alors, les personnes sont en train de répondre.
Il y a des personnes qui ont l'air de penser que c'est des questions assez complexes. C'est pour voir si vous avez bien... C'est des questions très faciles. Des questions très faciles. Il n'y a plus de R&D, c'est en collaboratif, c'est plutôt dans l'environnement, plutôt un démonstrateur. Alors, à 78%, à 76%, c'est un peu en train de changer, les personnes ont choisi le programme LIFE. Ok, c'est LIFE, en effet. C'est LIFE. C'est une bonne réponse. Ouais, ça finance pas des actions de R&D, c'est assez orienté partenariat public-privé, avec un gros impact sur l'environnement. Et la dernière question, c'est la plus facile. Alors, mon entreprise est en fort développement, je souhaite obtenir des financements européens, mais je n'y comprends rien. Quelles actions dois-je mener en priorité? Consulter la plateforme Tender en tapant des mots-clés, contacter HDFiD, contacter ABF Décision. On vous laisse quelques secondes. C'est une question piège. Donc, on voit que la majorité des personnes contactera HDFiD, puis ABF Décision, mais iront également consulter la plateforme Tender. Donc, c'est kiff-kiff au niveau des résultats. Tu as quoi comme pourcentage, Louise? Parce que moi, j'ai pas les réponses. Alors, il y a 38% pour HDFiD, 35% pour ABF et 27% pour la plateforme. Voilà. On s'en sort pas si mal. On s'en sort pas si mal. Ok, merci beaucoup. J'insiste beaucoup. Il nous reste que 3 minutes, mais j'insiste beaucoup sur des questions parce que je pense que c'est le moment où il y a pas de questions bêtes. C'est le moment où on dénoue les fils, sachant que j'ai un message à faire passer quand même. N'hésitez surtout pas à nous envoyer un petit mail ou à nous passer un coup de fil à Louise ou à Sergio et moi. On peut même faire un échange tous ensemble. On se fera un plaisir de démêler quelques fils s'il y a des éléments dont vous n'avez pas envie de parler devant tout le monde. J'appelle un chat, on fait pas du tout tourner la compteuse de notre côté. C'est pas parce qu'on est une boîte de conseils qu'on va faire tourner la compteuse. On se fera un plaisir de répondre à vos questions. Donc n'hésitez surtout pas s'il y a des sujets qui vous animent et que vous n'avez pas eu les réponses. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, oui, il y a quelques questions. Alors, il y a eu des questions qu'on a déjà répondu. Donc, notamment, est-ce que les résultats doivent être publics? Des questions sur le programme Eurostars, également sur le statut des entreprises qui peuvent participer. Donc, je vous invite à lire les réponses. Je pense que globalement, elles sont justes. Bonjour, est-ce qu'un projet, donc ça c'est bon aussi, savoir si on peut postuler à plusieurs programmes en même temps. Donc on a répondu que oui, on peut postuler, mais on ne peut pas faire financer un même projet, des mêmes actions en fait par différents projets européens, ça c'est pas possible. On a également une question sur peut-on s'inscrire en copartenaire avec les collectivités publiques? Donc on a répondu également en disant que pour beaucoup d'appels que tu nous as présentés, Nicolas, aujourd'hui, mis à part l'EIC et peut-être quelques autres, les collectivités sont aussi éligibles en fait en tant que partenaires comme les entreprises. Ouais. Il y a également des questions. Alors, bonjour, est-il possible d'avoir accès à une liste des bénéficiaires finaux de Cascade Funding ou trouver une liste des opportunités de Cascade Funding disponibles pour les PME? C'est une très bonne question. Oui. Je ne sais pas y répondre. À ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait une liste des bénéficiaires. Sachez simplement, je reviens tout de suite à votre question. Hein. J'ai pas vu qui avait posé la question, mais je pense qu'il n'y en a pas, mais on va travailler pour vous donner une vraie réponse d'ici demain soir. Sachez que dans l'ensemble, la liste des lauréats sur beaucoup de ces programmes, elle est tout à fait publique. Mais le Cascade Funding étant géré par des entités différentes, je pressens qu'il faut aller sur le site de chacune des entités pour voir qui a été financé. Mais je ne sais pas répondre à votre question. Je pense que non, mais je vais regarder.
Oui, complètement. C'est plutôt un type de financement qui se retrouve effectivement éparpillé. On avait pu l'année dernière organiser un atelier avec le Faubourg numérique sur ce sujet lors des rencontres du RERI. Donc on a un petit peu, grâce à l'aide de Vincent et puis d'Émilie Marcelet aussi de HDFID, on a répertorié un peu un ensemble d'endroits où on peut trouver les appels, etc., les projets financés, etc. Donc on pourra effectivement revenir vers vous. Ça demande effectivement un petit peu de temps. Alors il y a des questions là qui sortent au fur et à mesure. Ouais, Donc, je vois une question. Lettre de soutien. Les clients uniquement ou aussi les labos, les collectivités avec qui on développe. Donc ouais. Alors, ma première réponse, c'est que tout est bon. Tout est bon si vous avez un labo très connu. Je vais pas en citer parce que je vais forcément en oublier, puis ce serait sûrement maladroit. Mais c'est sûrement une très bonne chose d'avoir le soutien d'un labo, d'une collectivité. Après, quand on est jugé parti, si c'est quelqu'un qui codev, forcément pas complètement objectif non plus. Donc, je dirais que plus vous avez de l'aide de soutien, mieux c'est. Mais quelqu'un qui est prêt à acheter, c'est encore mieux quand même. Bah ouais, complètement. C'est ce que j'allais répondre également. Il y a eu une question également sur est-ce qu'on est obligé de répondre en anglais sur tous les programmes. Alors, il y a des petites exceptions. Oui. Notamment, il y a Héloïse Blandin de la région Hauts-de-France qui a complété un peu la réponse en disant qu'effectivement, en fait, sur certains appels live, peut-être tous, il faudra peut-être qu'elle nous précise dans le chat. Mais je sais que pour certains appels live, il est effectivement possible de répondre en français, en fait. On a également une question. Donc, j'ai un projet dans les Hauts-de-France pour répondre à un appel à projet REF 3. Comment trouver des partenaires européens? Alors là, je sais pas si on est sur un appel à projet réellement européen. Si c'est un appel à projet REF 3, ça doit être un appel à projet régional. Je propose peut-être à Théophane de reprendre contact avec nous. HDFID, et peut-être qu'on pourra effectivement vous rediriger peut-être vers la bonne personne aussi en région, au conseil régional, qui pourra mieux vous répondre que nous. Mais je vois pas exactement de quel appel à projet vous parlez. Louise? Oui. Une précision, je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent bien, mais d'autres moins bien. Il y a programme européen et programme européen. Et en général, je le dis en intro, mais je l'ai pas fait là. Vous avez les programmes européens centralisés. C'est ceux dont je vous ai parlé. C'est dans la quasi-totalité des cas, c'est Bruxelles ou ses agences qui vont vous financer. Et vous avez les programmes européens dont la gestion est décentralisée. Très souvent, l'instruction, le financement est assuré par les régions. Donc, appelons-la aujourd'hui la région Hauts-de-France. Par exemple, le FEDER. C'est-à-dire que c'est de l'argent européen à la base, mais qui est géré et instruit par la région Hauts-de-France. Et par abus de langage, c'est des programmes régionaux, ou par abus de langage, c'est des programmes européens. Mais en l'occurrence, c'est devenu de l'argent régional, donc je n'en ai pas parlé. Donc c'est peut-être cet AAP REF 3, il est peut-être régional. Oui, c'est possible, c'est possible. Et dans ce cas-là, effectivement, on est sur des appels à projets qui fonctionnent de manière bien différente de tout ce qu'on a pu présenter aujourd'hui. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, Théophane. On a également alors une question qui est directement vraiment pour toi, Nicolas, d'avoir un ordre de grandeur du coup d'un accompagnement par ABF. J'ai plutôt l'habitude qu'on me pose la question. Je vais vous donner des chiffres extrêmement précis. Je vais vous donner des fourchettes extrêmement précises. Avant de vous répondre, je vais juste vous dire en 30 secondes comment on travaille. Je pense qu'on se démarque un petit peu, pas mal de confrères qui bossent très bien également. Hein. Et nous, on fonctionne pas forcément au dossier. On va vous auditer, vous poser des tas de questions pour comprendre comment vous travaillez, ce que vous faites et quels sont les différents investissements que vous voulez mener dans les 2 ans à venir. On appelle nous l'audit.
Et 3 semaines après, on va vous restituer une stratégie au regard des financements publics, quels qu'elles soient, que ce soit du régional, national ou européen. Et on facture pas le montage de dossier, c'est-à-dire que qu'on monte 1, 2 ou 5 dossiers dans les 2 ans, on facturera 0 forfait. On va facturer un forfait pour l'audit et la stratégie. Il va être compris entre 5 et 10 000 euros. Je vous donne une fourchette. Et après, vous ne paierez plus jamais de forfait, quel que soit le nombre de dossiers montés. Et ensuite, si on monte un dossier ou 7 dossiers, on facturera seulement si vous obtenez un financement. Ce financement, ce taux de financement, alors ça dépend des programmes et c'est très souvent dégressif, ça va être entre 3 et 15% du financement que vous obtiendrez. OK ? Merci beaucoup, Nicolas. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Donc, je vous propose de continuer un peu ce webinaire avec la deuxième partie. Merci à tous. Merci beaucoup, Nicolas. On se retrouve peut-être après là pour une deuxième salve de questions s'il y en a. Je vais écouter tes paroles parce que ça m'intéresse aussi. On va vous présenter en fait je vais vous présenter pendant 15 minutes grand maximum donc les accompagnements aux projets européens en région Hauts-de-France, donc pour les entreprises. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que on est plusieurs structures en fait en région à pouvoir vous accompagner pour vous aider et vous aiguiller en fait dans les projets européens. Il y aura une slide un petit peu plus tard qui vous présentera un peu un certain nombre de structures et de personnes. En gros, nous, on essaie de vous accompagner tout au long de votre démarche. Donc depuis vraiment la sensibilisation, vous connaissez pas du tout les projets européens, comme le webinaire d'aujourd'hui, par exemple. Donc vous informer jusqu'à vraiment vous aider à rédiger votre dossier, à être présent à Bruxelles, notamment pour faire une veille ou influencer les appels à projets européens, etc. Donc nous, on est là, on vous aide tout au long, on a plusieurs façons de faire. Et quel que soit en fait votre niveau de connaissance des projets européens, bien sûr, on est là aussi pour justement pour aider un peu toutes les structures qui en auraient besoin. Alors, vous informer, comme je vous le disais, c'est notamment par le biais de webinaires, mais pas que, on organise également des formations. Donc là, c'était simplement en fait pour profiter de cette occasion pour vous montrer un peu 3 webinaires à venir. J'ai vu qu'il y avait une question tout à l'heure, je crois que c'était toujours Théophane sur la recherche de partenaires européens. On voit que voilà, il y a un webinaire qui est prévu là en juin sur ce sujet qui sera animé par Émilie, qui est une de mes collègues, et également 2 autres webinaires qui seront animés par une autre de mes collègues, donc Adélie, qui travaille plutôt sur tout ce qui est autour de la valorisation de la recherche. Et qui va donc organiser 2 webinaires, mais qui sont aussi utiles dans le cadre de réponses d'appel à projets européens en fait, sur ces sujets-là. Vous aurez la présentation, vous pourrez vous inscrire si vous le souhaitez. Juste un petit teasing aussi sur un certain nombre de notre bibliothèque en fait de webinaires qu'on a développé jusqu'ici. Ils sont quand même bien appréciés. Je sais qu'ils ont été utilisés dans le cadre de formation, dans le cadre par le ministère également, etc. On a inspiré pas mal d'autres agences innovation, d'autres conseils régionaux, donc on est assez contents. On est assez fiers de nos webinaires, donc n'hésitez pas à les regarder. Vous avez vraiment des webinaires pour un peu découvrir. Vous avez des webinaires sur Horizon Europe précisément, des webinaires pour aller plus loin, et puis des webinaires sur la structuration d'un projet innovant de manière un peu plus large en fait que les projets européens. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller les regarder. Vous avez aussi des panoramas. Donc c'est un peu ce qu'on a fait aujourd'hui. On en avait fait un à l'occasion d'un événement sur tout ce qui est autour des thématiques REF 3. Donc c'est pas forcément les appels à projets dans le cadre de REF 3, mais c'est plutôt les appels à projets européens sur les thématiques de REF 3. Et puis on a fait un panorama aussi s'il y a des clusters, des parcs d'innovation qui sont présents aujourd'hui. On avait fait donc un panorama en fait des appels à projets, mais vraiment pour eux,
des appels à projets européens. Voilà, donc voilà, on vous informe également. Je vous invite donc à aller consulter aussi ces supports. Donc vous avez une newsletter qui s'appelle Flash Europe qu'on diffuse tous les 6 mois, avec notamment de l'actualité européenne, mais en région. Les beaux projets européens de notre territoire, etc. Quelques interviews. On peut vous mettre en avant aussi dans le cadre de ces newsletters-là. On a la newsletter du réseau EEN, j'en parlerai un tout petit peu juste après. C'est en particulier pour les entreprises, ça peut être vraiment intéressant. Et puis vous avez aussi la région Hauts-de-France qui travaille beaucoup aussi à l'information en fait autour des projets européens et des programmes européens. Je vous invite à aller voir le site l'Europe en région Hauts-de-France qui est très complet, très bien fait. Il y a vraiment toutes les infos sur tous les programmes Interreg, l'Horizon Europe, tout ce qui est aussi autour du FEDER, du FSE, etc. Donc vraiment c'est très complet. Puis vous avez même un groupe LinkedIn aussi qui s'appelle le Fil de l'Europe. Donc n'hésitez pas à rejoindre l'ensemble de ces groupes-là et de ces newsletters. Nous ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on vous conseille et qu'on vous accompagne. Pour ça, on a plusieurs façons de faire. Donc là, ce que je voulais déjà mettre un peu en avant, c'est que quand je dis on, en fait, c'est à la fois des personnes d'HDFID, donc Hauts-de-France Innovation Développement en région Hauts-de-France. Donc on a certaines expertises, notamment le pôle que je coordonne, donc le pôle Europe Recherche Innovation. Une expertise dans le montage de projets Horizon Europe, dans le fait de savoir travailler avec le monde de la recherche, dans tout ce qui est veille, mise en place d'une veille, etc. Accès à un réseau de partenaires. Et on travaille vraiment main dans la main avec la région Hauts-de-France dans plusieurs de ces composantes, notamment le service animation et montage de projets européens à la direction Europe. Et puis aussi la mission auprès de l'UE, en fait. Donc c'est un service de la région qui est basé à Bruxelles. Donc on travaille ensemble et c'est voilà le panorama un peu des accompagnements présentés là maintenant, c'est un florilège un peu et un résumé finalement de ce qu'on peut vous proposer. Donc là, Nicolas, on a déjà un peu parlé, mais si vous nous contactez en disant j'ai un projet et ça m'a intéressé votre webinaire et je veux aller vers les projets européens, les questions qui sont affichées là, c'est un peu les questions qu'on va vous poser. Donc, on vous invite à vous les poser aussi, vous, de votre côté, pour vous préparer au mieux avant d'aller chercher des appels à projets, des programmes, etc. C'est vraiment de se dire où vous en êtes aujourd'hui, quelle est votre ambition. Est-ce que effectivement vous avez un besoin de financement là dans la minute? Dans ce cas-là, les financements européens, c'est pas forcément la meilleure porte à laquelle aller taper. Est-ce que vous êtes différenciant au niveau européen? Est-ce que vous avez déjà des contacts à l'étranger? Est-ce que vous avez envie de travailler aussi avec des partenaires européens? Ça aussi, c'est important de se poser la question. Dans votre équipe, est-ce que vous avez des personnes qui parlent anglais? Voilà, ça peut paraître des lieux communs, mais en fait, c'est vraiment des petites questions qui peuvent vous aider déjà à vous préparer à cette aventure-là. On a développé un webinaire sur ce sujet-là et un jeu en fait en ligne. Donc n'hésitez pas à aller regarder en toute autonomie pour vous préparer. Sachez également que en termes de conseils, en fait, ce qu'on fait beaucoup, nous, on n'est pas des cabinets de consultants, donc on n'est pas en mesure en fait de venir rédiger ou de vous aider à rédiger des projets. Là, notre accompagnement en fait s'arrête et on passe la main notamment aux consultants. Mais en fait, par contre, ce qu'on peut faire, c'est vraiment vous aider à trouver, à vous aiguiller un peu sur différents types d'appels à projets, vous aider à trouver des appels, des programmes. Sachez qu'en fait, pour ça, en fait, chez HDFID et aussi la région, on s'est doté d'un outil qui s'appelle Kayla et qui permet en fait de trouver des appels à projets en fonction de mots-clés. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à nous contacter et on pourra en fait faire marcher la machine et vous envoyer un petit rapport, voilà, sur les appels à projets intéressants pour vous. N'hésitez pas. Voilà, on est là en partie pour ça. Un point important également sur ce qu'on peut vous apporter en termes de conseils,
c'est en fait tout ce qui touche autour de la propriété intellectuelle dans les projets européens. On a une ressource ici présente d'ailleurs aujourd'hui là au webinaire, donc Émilie Marcelet, qui est en fait ambassadrice IP Helpdesk. Donc elle est financée notamment par le dispositif European IP Helpdesk pour justement vous aider à vous poser les premières questions sur tout ce qui est autour de la propriété intellectuelle dans les projets européens. C'est hyper important. Vous avez, elle est à votre disposition, donc il faut surtout pas hésiter, que ce soit dans la phase de montage, que ce soit si vous avez un projet, que vous posez des questions, etc. N'hésitez pas à la contacter. N'hésitez pas à aller regarder aussi le guide qui a été fait, qui est très très bien, par le European IP Helpdesk, et puis à consulter le webinaire qu'on a fait sur le sujet là très très récemment en fait, là en début d'année. Ce qu'on peut faire aussi chez HDFID et plus largement aussi, notamment je pense à la mission auprès de l'UE, c'est de vous aider à trouver des partenaires. Là-dessus, il faudrait tout un webinaire dédié, c'est d'ailleurs prévu en juin, donc je vous invite à vous inscrire. Mais en fait, chez HDFID, on fait partie d'un réseau qui s'appelle EEN, donc on a 3000 homologues, 3000 experts partout dans le monde, dans plus de 60 pays, qui sont aussi financés par ce programme-là. Et l'une des missions qu'on peut effectuer dans le cadre de EEN, il y en a beaucoup d'autres, c'est de vous aider à trouver des partenaires. Pour ça, on a une base de données sur laquelle il y a plus de 6000 profils aujourd'hui. Des profils, c'est-à-dire en fait des organisations européennes qui cherchent des partenaires ou qui proposent leurs solutions, leurs technos, leur expertise pour participer à des projets européens ou pas. Ça peut être aussi simplement de chercher un partenaire pour développer un projet d'innovation, etc. C'est pas nécessairement que dans le cadre de réponse d'appel à projet européen, sachez-le. Ça peut être beaucoup plus large, ça peut être aussi de pouvoir trouver des clients. On reste bien sûr dans le domaine de l'innovation, hein. On n'a pas la boulangerie du coin sur le réseau EN, je caricature un petit peu, mais voilà, c'est pour voilà. Mais en tout cas, vous avez la possibilité donc d'aller consulter les profils, voir un peu ce qui se passe, etc. Il y a peut-être des profils qui pourront vous intéresser, ou de créer votre propre profil. Sachez qu'en Hauts-de-France, on a en moyenne, c'est une moyenne, hein, donc ça veut tout et rien dire, je préfère le dire. Et en moyenne, on a 6 retours. En fait, quand on publie un profil en Hauts-de-France, on a 6 retours de partenaires européens qui sont intéressés par le profil. Voilà, tout ça c'est gratuit. On vous a mis quelques exemples donc, de partenaires en Hauts-de-France qui ont trouvé des partenaires européens en fait grâce à EEN. Donc contactez-nous en fait tout simplement. Vous aurez mes coordonnées à la fin de la présentation. On sera vraiment super heureuse de pouvoir vous accompagner là-dessus. Sachez également, j'en parlerai vraiment très brièvement à la toute fin, parce que c'est pas forcément l'objet aujourd'hui, mais que en Hauts-de-France, on est dans ce programme EN avec la CCI. Donc nous, on travaille la CCI internationale. Donc nous, on est plutôt sur tout ce qui est innovation, projet européen, et tout ce qui est CCI international et affilié, donc REF3, TFE, etc. Ils seront plutôt à vous accompagner sur de l'export à l'international. Voilà. Je vous ai mis juste un petit exemple de profil pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu, mais là on voit donc une recherche de partenaires, donc une structure qui coordonne un projet Horizon Europe, qui répond à un appel à projet dans les batteries et qui cherche en fait des entreprises pour rejoindre son projet. Ça peut être ça, ou ça peut être une entreprise qui propose son expertise pour être repérée par un coordinateur, par un chef de file de projet européen. Via HDFID également, je le place ici, alors c'est un petit peu à la marge, mais c'est vraiment une ressource qui est extrêmement intéressante et qui gagne à être connue. Je pense notamment aux entreprises qui sont connectées aujourd'hui. Si vous cherchez en fait une compétence recherche en Hauts-de-France, vous cherchez un labo, vous voulez faire une thèse CIFRE ou vous voulez travailler sur un sujet mais assez pointu, allez sur la plateforme Plugin Labs Hauts-de-France qui est gérée donc par la région HDFID. Vous pouvez et en fait vous aurez accès
C'est un portail en fait qui regroupe tous les laboratoires de recherche, les équipements, les plateformes en région Hauts-de-France et de manière plus ou moins vulgarisée, en tout cas accessible. Vous avez à chaque fois un contact qui est qualifié, etc., etc. Donc vraiment, souvent quand on veut aller vers des projets européens collaboratifs, on a besoin d'y aller avec des partenaires académiques quand on a une entreprise. Donc n'hésitez pas à utiliser Plugin Labs. Enfin, alors là, on est plutôt effectivement pour les personnes qui sont très motivées aujourd'hui, qui vont monter un projet. Voilà, vous vous êtes dit, voilà, ça hyper intéressant. Prenez contact avec nous, avec la région, avec ABF, et vous vous dites, allez, j'y vais. Je monte un projet. Sachez qu'en fait, vous pouvez vous faire financer des cabinets de consultants, des prestations de consulting pour vous aider en fait à monter votre projet et à avoir le meilleur projet possible. Vous l'avez compris, les projets européens, c'est une compétition. Et donc, le fait de pouvoir être accompagné par un cabinet de consultants qui est expert dans un type d'appel à projet ou dans une thématique en particulier, ça peut vraiment vous faire en sorte que ça change la donne en fait au niveau de votre projet. Vous avez un dispositif en région qui s'appelle le FRAP, donc qui est géré par la région Hauts-de-France. Donc c'est le Fonds régional d'aide aux porteurs de projets européens, qui est donc en fait un dispositif qui vous permet de demander à la région, lorsque vous voulez monter un projet, de vous faire aider. Si vous êtes sélectionné, d'abord votre demande va être regardée par des experts de la direction Europe. Elle va regarder si votre demande elle est éligible, etc. Et là, vous pourrez éventuellement donc vous faire financer un consultant à 100% par la région Hauts-de-France. Sachez également que la BPI a développé aussi des aides, donc le DIAG Europe et le DIAG PTI, donc Partenariat Technologique International, pour vous faire financer des consultants à hauteur de 50% du coût total de votre consultant. Je le place ici, ABF Décision est éligible dans le cadre de BPI France, dans le cadre de ces dispositifs-là. Alors, ça peut paraître éloigné, mais ça ne l'est pas. Sachez que, vous le savez, il y a certaines organisations qui sont plutôt dans la démarche d'attendre des appels à projets, d'y répondre, etc. Certaines structures souhaitent influencer, souhaitent dire à la Commission européenne, voilà, il y a des sujets qui sont hyper importants, etc., qui souhaitent faire remonter leur thématique, qui souhaitent faire remonter leur expertise, ou qui souhaitent tout simplement avoir une connaissance de ce qui se fait aussi à Bruxelles, notamment dans tout ce qui est autour des associations technologiques de votre domaine, dans tout ce qui est plateforme technologique, etc. Donc sachez qu'en fait, on a vraiment la chance en région d'avoir une direction, un des services de la région qui est basé à Bruxelles. Ils sont là vraiment à votre disposition. Vous pouvez les contacter et prendre contact avec eux pour savoir avoir un peu une veille ou pour justement voir comment faire effectivement pour influencer et booster en fait votre présence, votre réseau à Bruxelles. Je vous invite à aller retrouver des témoignages de porteurs de projets européens. Donc, on a des témoignages vidéo et on a aussi fait des success stories, donc des articles que je vous invite à aller regarder. Et alors là, j'aurai pas le temps de développer, mais sachez que, comme je vous le disais, dans le cadre de EN, on travaille avec la CCI internationale, et donc je les présenterai pas aujourd'hui, mais je vous invite à aller vous renseigner parce que effectivement sur tout ce qui est plutôt export business, sur tout ce qui est marché unique, juridique, réglementaire, export, etc. Vous pouvez également vous faire accompagner par la CCI sur ces sujets-là. Voilà. Alors, avant de prendre les dernières questions, je vois qu'il y a encore quand même quelques personnes connectées, je vous en remercie. Si c'est possible effectivement de répondre au petit questionnaire de satisfaction. Alors, on sait que c'est pas toujours, des fois c'est un peu embêtant de faire ça, mais pour nous c'est vraiment une façon en fait de valoriser un peu nos actions. Donc vraiment, il s'affiche en fait là en bas à gauche de votre écran.
On a mis 2 questions. Enfin, vraiment, c'est très, très, très rapide. Donc, si vous pouviez juste, s'il vous plaît, prendre 30 secondes pour répondre, ça serait vraiment super et je vous en remercie. On peut prendre quelques questions. Alors, Émilie ou Nicolas ou Sergio, je ne sais pas s'il y a eu pendant mon intervention des questions, éventuellement. Il y a une nouvelle question, mais je n'ai pas vraiment, je suis pas sûre d'avoir compris. Est-ce possible de lier une start-up avec un projet de thèse de doctorat CIFRE? Moi, j'ai demandé à la personne de repréciser parce qu'elle ne peut pas prendre la parole. Je pense que ça veut dire qu'une start-up peut participer. Le projet est déjà incubé. Ah, c'est une précision. Le projet est déjà incubé. Je veux faire une thèse de doctorat CIFRE. Ah ben, dans les thèses CIFRE, c'est plutôt français, c'est pas des appels à projets européens. Donc je pense que c'est une question un petit peu annexe. Je pense qu'on pourra reprendre par la suite. J'invite peut-être Hakim Benali à nous contacter, notamment par mail, par ailleurs. On pourra regarder un peu plus précisément. On n'a peut-être pas bien compris votre question, mais n'hésitez pas à nous envoyer juste un petit mail derrière pour reprendre contact. Donc, pour le moment, pas d'autres questions. Ok. Bah écoutez, super. Je regarde dans le chat. Ok, bah écoutez, c'est tout bon. Il y avait une question, excusez-moi, effectivement, qui est revenue là. Est-il possible de faire financer plusieurs petits projets, pas forcément liés entre eux, mais sous une seule thématique? Mais c'est une question un peu générale. Ouvrirait tous les appels. Alors, je sais pas si il faudrait qu'on en sache plus. Je suis désolé de ne pas répondre à votre question, mais c'est très vague. Enfin, je la comprends, hein, votre question, mais je crois que ça dépend. Complètement. C'est ce que j'allais dire. Effectivement, si vous avez plusieurs appels de projets, par exemple, dans l'environnement, plusieurs petits appels peuvent être... on peut répondre à plusieurs appels à projets pour plusieurs petits projets, c'est sûr. Et parfois, effectivement, on peut les regrouper, mais il faudrait qu'on en sache un petit peu plus sur ce que vous voulez faire. Donc, Maria-Josée nous recontactera pour préciser un peu plus sur son cas individuel. Ça marche, super. Bah, merci beaucoup en tout cas à tous. Merci, un grand merci à nos intervenants, donc à Nicolas et Sergio d'ABF Décision, d'avoir été présents aujourd'hui pour tous ces contenus super intéressants. Encore une fois, si vous avez l'impression que vous n'êtes pas devenu expert des projets européens, c'est normal, c'est un métier à part entière. Donc ne vous inquiétez pas, on est là pour vous accompagner. HDFID, la région, ABF Décision, etc. On est plusieurs structures dans le cadre notamment de EEN pour HDFID. N'hésitez pas à nous contacter. Et je remercie donc encore les intervenants et je crois que c'est tout bon. On peut terminer le webinaire. Au revoir, merci beaucoup. Un grand merci. Merci beaucoup à tous. Merci, à bientôt, au revoir.